Au Burkina, le gouvernement a validé ce jeudi la thèse de complot du RSP contre le Premier ministre Isaac Zida. Manifestation de dizaines de personnes mercredi en Libye. À la base, les négociations menées par l'ONU pour un gouvernement d'union. Huit personnes arrêtées jeudi en Tunisie. Les suspects sont en relation directe avec l'exécution de l'attentat qui a fait 38 morts la semaine dernière dans ce pays. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement burkinabé a affirmé jeudi qu'un complot d'éléments de la garde présidentielle contre le Premier ministre Isaac Zida avait bien été déjoué il y a quelques jours. Une thèse battue en brèche par plusieurs officiers du régiment controversé. Des informations persistantes faisaient état depuis samedi de ce que la sécurité du Premier ministre serait menacée par des éléments du RSP à son retour d'un voyage officiel dimanche à l'aéroport de Ouagadougou, selon un communiqué publié par le service d'information du gouvernement. Précisons qu'une dizaine de soldats de la garde présidentielle soupçonnés d'être les tireurs ont déjà été mis aux arrêts mardi. Le président Michel Kafando avait engagé mardi des tractations pour résoudre cette nouvelle crise autour de la garde présidentielle, alors que ce corps d'élite réclamait de nouveau le limogeage du Premier ministre. Au Burundi, 6 personnes ont été tuées par balle mercredi matin dans le quartier de Sibitok, en périphérie de la capitale Bujumbura. La police affirme avoir été engagée dans des combats avec un groupe armé qui ont fait un mort dans ses rangs. Mais des témoins font état d'exécution sommaire. Neutralisation d'un groupe armé ou exécution sommaire par la police, les explications divergeaient hier mercredi alors que le pays célébrait le 53e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce nouvel incident vient un peu plus alourdir un climat déjà délétère au Burundi. Selon la police, l'incident a commencé mercredi matin par l'explosion d'une grenade lancée contre des policiers qui patrouillaient dans le quartier de Cibitoke, foyer des manifestations anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. L'explosion a été immédiatement suivie d'un ratissage du quartier par les forces de sécurité. Ces derniers affirment avoir neutralisé un groupe lourdement armé composé d'opposants politiques radicalisés. D'après la police, 5 assaillants ont été tués et des armes saisies. Ces éléments policiers ont été attaqués par des criminels armés qui ont tiré sur ces policiers et un policier est mort sur le champ. Et 2 policiers ont été blessés. Et les policiers ont riposté et 5 parmi les assaillants ont été tués. Et il y a aussi un véhicule qui a été endommagé. Et 7 parmi les assaillants ont été blessés, tandis que 4 ont été appréhendés par la police. Des témoins interrogés ont donné une toute autre version des faits, loin de la thèse du groupe armé. Ils affirment avoir vu 6 cadavres de civils jonchés sur le sol et non pas 5 comme l'indique la police. D'après les mêmes témoins, la police cherchait l'un des leaders des manifestations dans une maison du quartier et a demandé à ses occupants d'en sortir. Elle leur a ensuite tiré dessus alors qu'ils sortaient les bras en l'air. Ces incidents se déroulaient mercredi alors que le pays célébrait le 53e anniversaire de son indépendance. Le chef de l'État a assisté sous très haute protection à un défilé militaire et civil dans un stade de Bujumbura. Au Libéria, au moins 2 nouveaux malades d'Ebola ont été identifiés après l'annonce mardi du premier cas en 3 mois. Conséquence, le pays doit à nouveau appliquer les mesures d'hygiène en vigueur contre l'épidémie pour éviter de replonger dans le chaos. L'épidémie gagne de nouveau du terrain au Libéria. Une nouvelle victime en a fait les frais. Ses proches sous le choc ont encore du mal à accepter que le virus Ebola soit à l'origine de son décès, affirmant qu'elle ne présentait pas les symptômes de l'épidémie. Lorsqu'il a commencé à être malade, il n'a jamais donné de signe qu'il était atteint d'Ebola. Moi, j'étais là. Il n'a jamais vomi. Il n'est jamais allé aux toilettes. Rien. Il n'avait que de la fièvre.
Ce décès est le deuxième cas enregistré au Libéria au cours de cette semaine. En dehors des 2 victimes décédées, 2 personnes supplémentaires ont été testées positives au virus après avoir été en contact avec la première victime. Plus de 99% des victimes de l'épidémie se retrouvent en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, ce dernier ayant payé le plus lourd tribut avec plus de 4000 morts à son actif. En bref et en images, 8 personnes dont une femme en relation directe avec l'exécution de l'attentat qui a fait 38 morts la semaine dernière dans un hôtel en bord de mer en Tunisie ont été arrêtées. Selon de précédentes informations des autorités tunisiennes, l'auteur de l'attentat s'était formé au maniement des armes dans un camp en Libye, pays livré au chaos et séparé de la Tunisie par une frontière poreuse. Ainsi, il est possible qu'il y ait rencontré les 2 auteurs de l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis, qui avait fait 22 morts le 18 mars dernier. Notons qu'avec 30 morts parmi les 38 victimes, la Grande-Bretagne paye le plus lourd prix dans cet attentat. Une partie des dépouilles a quitté la Tunisie mercredi, d'autres devraient être rapatriées dans la semaine. En outre, pour protéger les sites touristiques, le gouvernement avait annoncé que la police touristique serait armée, une première selon les autorités, et renforcée de milliers d'agents supplémentaires. Des dizaines de personnes ont manifesté mercredi devant le Congrès général national à Tripoli en Libye contre les négociations menées par l'ONU. Les parlements libyens rivaux examinaient mercredi le dernier projet d'accord pour un gouvernement d'union nationale, mais le retour à la table des négociations de l'ONU de leurs délégations respectives ne devrait pas avoir lieu cette semaine en raison de divergences à Tripoli. Le président français François Hollande, en visite au Bénin, s'est exprimé devant les institutions de la République. Après cette étape, le président français et son homologue béninois se sont entretenus avec la presse sur différents sujets, notamment le changement climatique et la sécurité. Pour François Hollande, l'Afrique doit s'unir et coordonner ses actions face au terrorisme. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au cours de cette conférence de presse. La France n'entend pas se substituer aux Africains. Ce sont les Africains qui doivent assumer la lutte contre le terrorisme et leur propre sécurité. Assumer, chaque pays doit le faire. Et nous avons des liens de coopération avec beaucoup de pays africains. Et nous sommes toujours prêts à les renforcer, ce qui a été le cas ces dernières années ou ces derniers mois. Et puis, il y a ce que nous attendons des Africains pour qu'ils puissent ensemble mieux se coordonner, mieux agir, et notamment les pays du lac Tchad, puisque ces pays sont visés, frappés par Boko Haram. Et depuis la réunion que j'avais faite à Paris, il y a eu des progrès dans cette coordination, dans les renseignements, dans les informations et dans les actions qui ont pu être menées contre Boko Haram. À quelque chose, malheur est bon, dit-on. Les divisions de l'opposition ont profité au parti du président islamo-conservateur turc Recep Tayyip Erdogan. Il a pu conserver mercredi la présidence du Parlement, malgré la perte de sa majorité absolue lors des élections législatives du 7 juin. Je remercie ceux qui ont cru dans ma candidature. Je souhaite le meilleur pour notre nation et notre pays avec cette nouvelle législature et je présente mes salutations et mes respects aux membres de ce Parlement. Il a été élu avec 258 voix contre 182 pour Denis Baykal, le candidat du principal parti d'opposition. C'était au 4e tour d'un scrutin disputé à bulletin secret. L'ancien ministre de la Défense, Ismet Yilmaz, candidat du Parti de la Justice et du Développement, AKP, est désormais la deuxième personnalité du pays. Sur fond de difficiles tractations pour la formation d'un gouvernement de coalition, les 3 partis de l'opposition, qui disposent d'une majorité de 292 des 550 sièges, ont été incapables de s'entendre pour faire barrage à l'AKP au pouvoir depuis 2002. Notre nation attend avant tout que le Parlement de cette 25e législature propose une nouvelle constitution. Le niveau économique et démocratique que notre pays a atteint aujourd'hui nous impose d'avoir une nouvelle constitution. Erdogan a soutenu son parti pendant la campagne des législatives avec l'ambition de réformer la constitution et d'instaurer un régime présidentiel fort à sa main.
L'échec de l'AKP a été considéré comme une défaite personnelle pour l'homme fort du pays, accusé par ses détracteurs de dérives autoritaires et islamistes. De nombreux Cubains ont salué mercredi l'annonce du rétablissement prochain des relations diplomatiques avec les États-Unis. La plupart estiment qu'il est plus que temps d'enterrer les vestiges de la guerre froide. Reportage. Après un demi-siècle d'isolement du régime communiste, le président américain Barack Obama a annoncé ce mercredi le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba, saluant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, séparés seulement par le détroit de Floride. More than 54 years ago. Il y a plus de 54 ans, au sommet de la guerre froide, les États-Unis ont fermé leur ambassade à La Havane. Aujourd'hui, je peux annoncer que les États-Unis ont formellement accepté de rétablir les relations diplomatiques avec Cuba et de rouvrir les ambassades dans nos pays respectifs. En annonçant cette étape historique, Barack Obama consolide, à 18 mois de son départ de la Maison-Blanche, une des initiatives majeures de sa politique étrangère. Le secrétaire d'État John Kerry se rendra au cours de l'été à La Havane pour la réouverture de l'ambassade américaine. C'est un événement extrêmement important parce que nous l'attendions. C'est une réunification de gouvernement et de peuple dont nous avions très besoin et nous pensons qu'à partir de maintenant, les choses doivent s'améliorer. Le 44e président des États-Unis a demandé au Congrès de lever l'embargo imposé à Cuba par John Fitzgerald Kennedy en 1962. Les deux chambres du Congrès étant contrôlées par les adversaires républicains de Barack Obama, le processus législatif s'annonce lent et semé d'embûches. Je ne suis pas d'accord, mais je le serais si le pays était libre, sans le régime des Castro, un pays où les libertés civiles seraient garanties et où il n'y aurait pas de prisonniers politiques. Depuis 50 ans, des centaines de milliers de Cubains ont émigré aux États-Unis. Si les émigrés politiques des débuts de la Révolution restent farouchement opposés à tout rapprochement avec le régime de La Havane, les immigrés plus récents ont de leur côté conservé de solides entaches dans l'île et ont accueilli beaucoup plus favorablement l'annonce d'un dégel. Et voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.